Japan Touch qui va fêter son 22e anniversaire cette année. On est une des plus vieilles conventions de France. On a commencé la même année que Japan Expo, pour vous situer. Très rapidement, on était un peu branché manga, animation, parce que j'avais des plus jeunes dans l'équipe, et moi-même j'étais plus jeune, mais c'était pas forcément, moi, dans le Japon, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les voyages, c'est la culture japonaise, la mode japonaise, la musique japonaise. Et traditionnel, plus le côté traditionnel. Et du début, je me suis dit, alors on était en association, j'ai envie progressivement de dire, tiens, tout le monde me disait, mais si tu fais pas un défilé cosplay par jour, c'est pas bon, tu auras personne. J'ai prouvé tout à fait le contraire. Je remarquais qu'il y avait un public qui était passionné de Japon, par exemple. Autour de moi, j'ai 15-20 personnes qui sont des passionnés du Japon. Certains ont vécu 5 ans ou 10 ans là-bas. Certains sont profs de japonais et tout. Ils disaient, mais ta convention, ça nous intéresse pas. On y reste une demi-heure. C'est que des joueurs de jeux vidéo. Nous, c'est pas cet aspect qui nous intéresse. Et je me suis dit, voilà, je vais partir. Tout le monde est là-dessus, sur ce créneau-là, le côté pop, geek, etc. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire découvrir des choses aux gens. Le Kyudo, donc c'est du tir à l'arc donc japonais. C'est une pratique d'art martial qui consiste à acquérir en fait un geste parfait suivant un protocole assez assez précis pour en fait mettre la flèche correctement dans la cible. Au moment de tirer sa flèche, on est seul, et sinon une fois qu'on arrive sur le pas de tir, on est à plusieurs. Une pratique en fait qui nous amène à la fois à être pleinement présent, comme si c'était de la pleine conscience en action en fait, si on reprend un petit peu le vocabulaire contemporain autour de la méditation, qui nous amène à la fois à être présent à nous-mêmes, à ce qui se passe en nous, aux gestes qu'on est en train de faire, mais aussi à tout l'environnement qui nous entoure. Et donc, quand on perçoit 2 ou à 5 sur ce qu'on appelle un charré, c'est-à-dire le tir en groupe, on est obligé quand même un petit peu de s'harmoniser avec ceux qui sont devant nous, ceux qui sont derrière nous et de l'environnement. La flèche, c'est l'aboutissement. Par contre, que la flèche aille dans la cible, ça, c'est pas notre objectif primaire. En réalité, on fait pas mal d'exercices où on tire à 2-3 mètres, puisque atteindre la cible, c'est pas notre objectif, et on va travailler vraiment sur le mouvement, le charret, l'écoute des autres, puisqu'on se synchronise avec les autres jusqu'à synchroniser nos respirations, les pas, tout ce qu'on fait. Et le fait d'atteindre la cible, c'est un objectif secondaire. Normalement, à partir du moment où on a fait tous les gestes comme il faut, on a notre positionnement comme il faut, et on arrive à faire, au moment du tir, abstraction de tout le reste, normalement, on atteint la cible. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. On ne décide pas en fait de lâcher la flèche en fait. Elle se lâche toute seule dans le mouvement, étant donné qu'on étire l'œuf en fait au maximum jusqu'à ce que ça parte tout seul. Donc comme on ne choisit pas en fait, on ne choisit pas sa direction, donc il faut que tout soit porté pour que tout seul ça aille dans la cible. On trouve les premières traces de bonsaï dans des sépultures chinoises, je dirais quasiment ça fait plusieurs siècles avant Jésus-Christ.
Ensuite, bon, il est probable qu'à partir de la Chine, le bonsaï a gagné le Japon. Le Japon a codifié l'art du bonsaï, c'est-à-dire qu'en fait, le Japon a donné des caractéristiques de forme, des caractéristiques de taille, et donc par la suite, c'est vraiment le Japon qui a pris, je dirais, une prépondérance très importante sur le bonsaï, parce que comme c'était codifié, on sait que, par exemple, l'érable du bout, c'est un balai, c'est-à-dire un tronc droit avec des branches bien réparties. Ça, ce pin système yogique, c'est très normé. Et comme c'est très normé, les Occidentaux se sont appropriés beaucoup plus facilement l'art du bonsaï japonais, l'école japonaise, beaucoup plus que l'école chinoise. Au niveau de notre club que j'ai fondé, donc au niveau de notre club, d'abord on travaille, on va travailler effectivement les arbres des adhérents. On va faire avec autorisation des propriétaires des prélèvements d'arbres dans la nature, notamment dans le Lot. On cherche en principe des zones quand même assez arides, voilà, où on a des arbres naturellement nanifiés, parce que les plus beaux arbres qu'on va trouver, c'est les arbres qui ont été nanifiés naturellement. Personnellement, j'ai pris les cours pendant 12 ans, et Pascal, le président actuel, lui, ça fait 6 ans qu'il prend des cours. C'est un enseignement qui est très long, parce qu'en fait, dans l'art du bonsaï, on n'arrive jamais à un stade abouti. C'est-à-dire, en fait, c'est du travail en permanence, des évolutions, on change de goût. Voilà. Donc, on a une évolution qui est permanente, et je dirais que moi, je suis un vieux maître japonais qui un jour m'a dit que j'étais apprenti et que je resterai toujours apprenti. Donc, ce que je n'ai pas oublié et ce que j'ai parfaitement intégré. Le kendo, c'est la voie du sabre. L'idée, c'est de pratiquer, en fait, en toute sécurité, un entraînement technique de sabre. Et ça a été mis au point au XVIIe siècle, puisque les samouraïs avec les katanas, s'ils s'entraînent au combat, ils se blessent, entre eux, c'est quand même gênant. Donc, en fait, on a mis au point cet objet qui s'appelle un shinai, qui est un sabre en bambou. Donc, des lattes de bambou. Alors, aujourd'hui, la ficelle est en nylon, ce qui n'était pas le cas avant. Des pièces de cuir. En fait, on a essayé de changer le shinai, parce que on s'est dit qu'au bout de 300 ans, ce serait bien de faire un truc plus moderne. Il y en a en carbone, et finalement, on est toujours revenu au sabre traditionnel. Donc, c'est quelque chose qui a jamais vraiment évolué en termes d'objets. Voilà, ça pèse 400 grammes à peu près. Et il y a des longueurs pour les enfants, puis hommes et femmes. Mais pas forcément, les femmes peuvent très bien travailler avec un shinai taille homme. Après, il y a une armure qui, elle a plus évolué, l'armure au fil du temps, qui est pour la protection de la pratique. Donc l'armure, il y a le taré, qui est une sorte de jupe qui protège notamment les cuisses. Là, il y a le nom de notre dojo et le nom du pratiquant, ça c'est pour les compétitions. Il y a le dos, qui est un plastron, qui protège en fait des attaques qui se font au niveau des flancs. Le côté, qui est un gant assez rigide, qui protège au niveau des avant-bras. Et enfin, il y a le men, le casque, qui protège pour les attaques au niveau de la tête, en fait, et pour les impacts. Donc ça, historiquement, on a davantage évolué. Il faut savoir que le kendo, c'est vraiment la pratique martiale au Japon. C'est très très important. La police de Tokyo, par exemple, pratique le kendo dans les lycées, etc. Pratique le kendo, les gosses commencent, ils ont 3-4 ans. C'est très très fort. Enfin, le premier sport au Japon, c'est le baseball, mais après, c'est le kendo. C'est pas judo, jiu-jitsu, c'est le kendo. C'est vraiment l'art d'autodéfense par excès. C'est l'art du samouraï, vraiment ancestral. Ouais. Et du coup, il y a tout ce qui est valeur de discipline, d'honneur, tout ce qui est budo, qui est très très ancré, je pense, dans la culture japonaise, de discipline. Et par exemple, symboliquement, quand les Américains ont gagné la guerre, donc en septembre 45, là, le 2 septembre, ils ont interdit le kendo.
parce que c'était vraiment ce qui considérait être le plus dans l'esprit des samouraïs du sacrifice. Donc le kendo était interdit, en fait, suite à la capitulation japonaise. Puis c'est revenu, ça a été aussi exporté. Mais les Américains ont plus mis l'accent sur judo, jujitsu, des choses qui pouvaient occidentaliser. Et c'est pour ça que le kendo, peut-être, c'est moins diffusé en Europe et dans le reste du monde, même si maintenant il y en a partout. Et ça reste à nous, dans notre dojo toulousain, en fait, avec Monsieur l'a dit, Pascal, et nos autres sensei, on est dans un enseignement assez traditionnel. C'est-à-dire que, en termes de respect, de posture, on va rester dans quelque chose que eux ont reçu de leurs enseignants au Japon. Donc concrètement, on va pas s'appuyer sur le mur si on est crevé, parce qu'on va être puni. On va pratiquer en étant dans le dépassement, pas mal finalement dans l'effort. Les zazen, disons que ça vient, nous on est rattaché à l'école Soto, qui a son origine, du Zen Soto, qui a son origine avec Dogen au Japon, c'est-à-dire le XIIIe siècle. C'est là que réellement les choses se sont mises en place. C'est une méditation qui va être la porte d'entrée à une intériorisation de l'être. La porte d'entrée au présent aussi. Et c'est une méditation qui va être aussi la prise de conscience d'une chose extrêmement importante dans le zen, mais aussi dans le bouddhisme, que nous on appelle dans le zen mujo, c'est-à-dire l'impermanence. Tout est impermanent parce que tout bouge imperceptiblement. Et là, dans les arts, comme par exemple l'art floral, l'ikebana, Bernadette, c'est quelque chose qui est très, très marquant, je crois. Ah oui. Le passage du temps et le fait que d'un instant à l'autre, une fleur va évoluer. Elle va être un bouton, et puis elle va s'épanouir, et puis elle va faner. C'est la vie. C'est le symbole de la vie, du passage de la vie. Le zazen, c'est la vie. Et le zazen, c'est la vie, bien sûr. C'est très vivant, le zazen.